Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est le président de EAC En Avant Congo. Il s'appelle Jean-Baptiste Bouboutou Bemba, qui a bien sûr voulu répondre à l'invitation de cette émission Célébrité. Bonsoir et bienvenue, maître. Bonsoir. Comment se porte maître Bouboutou? Je dirais à merveille. Un homme déterminé et qui est prêt à être au service déjà de ma profession, au service de mes concitoyens, et prêt également pour apporter la pierre à l'édifice de la construction de notre cher et beau pays, le Congo. Voilà, c'est un honneur et c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission qui est bien sûr Célébrité, qui reçoit différentes personnalités du monde culturel, économique, diplomatique et bien sûr politique. Vous n'avez pas hésité un seul instant de répondre à cette invitation? Non, c'est une invite qui me fait grand honneur. C'est toujours un réel plaisir de s'exprimer et de partager des points de vue pour le bien-être de notre collectivité. Voilà, alors maître, on vous appelle maître. Vous êtes maître de karaté, de taekwondo, avocat? Oui, c'est le titre que j'ai du fait de la carrière professionnelle que j'ai choisie. Je suis donc notaire. Ça fait 22 ans que j'exerce cette profession noble, exaltante. J'ai donc prêté serment en 1992 auprès de la Cour d'appel de Brazzaville et depuis là, à l'époque j'avais 27 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, pour la petite histoire, et donc 22 ans de carrière avec toutes les satisfactions, toutes les craintes également, ce qui concourt à la vie du genre humain. Mais dans l'ensemble, j'ai donc ce titre de maître qui est inhérent à la profession que j'exerce dans les carrières judiciaires. Vous êtes notaire. Ils sont nombreux à ne pas comprendre ce que c'est un notaire. Comment définir un notaire? Oui, c'est tout simplement un professionnel du droit qui se meut dans la société et particulièrement qui apporte l'essentiel des conseils au niveau des sujets de droit, personnes physiques, personnes morales. Il apporte donc des conseils, étant donné que c'est un juriste de formation. Il a aussi pour essence, je ne rentrerai pas dans une définition technique, il a pour essence de rédiger des contrats, et ces contrats, de leur donner un caractère authentique. C'est même la notion de la profession de notaire. Le notaire, c'est le professionnel de l'authenticité. Donc de ces contrats, il va leur conférer un caractère authentique. Pourquoi? Pour que ces conventions entre les parties aient une force juridique, que l'on met dans le cadre de la sphère de la preuve probante, le caractère exécutoire, au même titre que les jugements des tribunaux de grande instance. Et donc le notaire qui est le partenaire des personnes dans le privé joue ce rôle de juge préventif pour que l'on évite des contentieux tous azimuts dans la sphère juridique. Sur ce point, d'aucuns vous appellent les messieurs 10%. Alors comment réagissez-vous lorsque vous entendez de telles étiquettes? Oui, c'est une caricature. Vous savez que la nomenclature notariale répond à des exigences rigoureuses. C'est une profession qui fait l'objet d'une loi. Elle est rigoureusement réglementée et la rétribution du notaire, qu'on appelle émolument, fait l'objet d'une tarification contrôlée par le pouvoir exécutif, en particulier par le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Justice. C'est la raison pour laquelle vous avez dans la présentation du ministère de la Justice, la dénomination est ministère de la Justice, garde des Sceaux,
Les sceaux, ce sont ce pouvoir qu'a le notaire d'authentifier les actes en y apposant le sceau. Donc pas monsieur 10%. C'est pas monsieur 10%, étant donné que c'est des émoluments rigoureusement tarifés, contrôlés par la chambre professionnelle des notaires. Maître, aujourd'hui, il y a un constat récurrent. On parle de conflits de successoraux, des conflits parcellaires, des veuves et les enfants sont souvent victimes de ce genre de situation. Alors, en tant que notaire, que faut-il faire pour éviter tout cela? Ben, vous savez déjà, par définition, les rapports humains seront des rapports antagonistes. C'est des rapports d'intérêt, d'égoïsme. Chacun veut tirer la couverture de son côté, du point de vue économique et du point de vue de la constitution du patrimoine. Le notaire participe justement à apporter la lumière lorsqu'il y a un flou qui s'exerce en la matière. Est-ce que ces conflits, on peut les éviter, on peut les prévenir? On peut les prévenir, c'est vrai, par des astuces juridiques. Vous savez, lorsque vous avez constitué un patrimoine, vous pouvez, pour des raisons préventives, établir un testament. C'est déjà une couverture. Il y a des testaments de nos jours qui sont jetés. Non, les testaments, vous savez, dans la nomenclature juridique, il y a différents testaments. Et à ce moment-là, il faut prendre l'hypothèse la plus rassurante en faisant un testament authentique, au lieu de faire un testament holographe, par exemple. C'est un peu des termes que je maîtrise. C'est trop technique. Oui, c'est technique. Alors, c'est quoi déjà le testament? On est africain, on le sait, et on ne prévient jamais. Un mot sur ce document? Oui, je donnerai une définition pas trop technique également, pour ne pas que ça soit que mon discours devient abscons et donc incompréhensible. Le testament est un acte unilatéral qui est décidé par un individu, personne physique, pour prévenir la disposition de son patrimoine à cause de mort. Donc au moment où elle ne sera plus sur terre, elle prévoit les dispositions quant à la destination de ses biens, meubles, immeubles, à qui seront les bénéficiaires. Mais on a vu dans certaines affaires où le testament a été jeté et carrément banni. C'est des hypothèses peut-être rares, mais vous savez, nous avons aussi des juridictions qui sont là pour réguler tout ça. Lorsqu'il y a un contentieux, lorsqu'un testament est jeté, déchiré ou n'est pas reconnu, nous avons les juridictions qui exercent l'impérium pour faire respecter cela. Heureusement d'ailleurs. Voilà, alors Maître Bouboutou et la politique. C'est quoi la petite histoire? Vous savez, je suis un citoyen congolais, je me meus dans notre société, j'observe ce qui se passe, nous prenons de l'âge et forcément il y a cet appel à participer à l'œuvre de construction de ce pays. Vous savez, la politique au Congo a commencé, s'il faut prendre un repère, avant même les indépendances. Nous avons eu des grands défenseurs des libertés dans ce pays. Je prendrai un exemple qui me vient à la tête, André Grenard-Matsoua, par exemple. Donc la politique, c'est l'essence même, lorsque vous sentez que vous êtes à même de jouer un rôle dans ce sens, pour le bien de l'intérêt général, pour le bien des générations futures, pourquoi pas? Combien de Congolais définissent la politique comme étant le mensonge? Non, c'est une caricature. La politique, c'est une science, c'est une démarche intellectuelle, c'est des stratégies, ce sont des intérêts, ce sont parfois égoïstes, c'est vrai, mais ce n'est pas le mensonge forcément. Sinon, on n'aurait pas des dirigeants. Sinon, les dirigeants qu'on aurait seraient pourchassés tous les jours, puisqu'étant considérés comme des menteurs. Voilà, alors Maître Bouboutou, lors de l'élection présidentielle de 2009, vous étiez directeur de campagne du candidat Nick Fila. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Une très grande expérience. Grande expérience personnelle. Vous savez, ça m'a permis de sillonner le Congo, de découvrir ce petit pays de 342 000 km², mais avec d'énormes richesses.
richesse culturelle, richesse humaine. Et donc, et ça m'a permis également de jauger un petit peu ma personne dans ce combat, parce que la politique, et surtout en démocratie, c'est un combat intellectuel, un combat d'idées, mais surtout ça m'a permis de découvrir le Congo profond, parce que j'ai sillonné pratiquement des zones qui m'étaient improbables à l'époque d'imaginer. Alors, apparemment, vous n'avez connu que d'échecs dans votre parcours. Une ou deux fois candidat aux élections législatives, résultat, vous avez échoué. Oui. J'ai commencé à être dans la compétition politique du fait de la démocratie, c'est vrai. En 2002, j'étais candidat à Mukondeo, en 2002. Troisième circonscription. La troisième circonscription du département de Brazzaville. J'ai échoué. J'ai été candidat en 2012 à Madibou, puisque c'est l'arrondissement dans lequel j'ai mon domicile désormais. J'ai également échoué, mais ce sont cause. Bon, ben, parce qu'il faut faire école. Parce que les échecs d'aujourd'hui sont les grandes victoires de demain également. Ah bon? Ça me fortifie. Vous savez, lorsqu'on a des défaites, il faut en tirer les leçons, rééquilibrer les choses et remettre des stratégies plus performantes. Et Dieu seul sait qu'un jour, des grandes victoires sont peut-être attendues. Voilà, maître, merci déjà pour l'honnêteté de reconnaître que vous aviez échoué lors de ces deux élections. Et j'ai échoué également à la présidentielle de 2002 en qualité de directeur de campagne du candidat que je soutenais, puisque nous n'avons pas brigué la magistrature suprême. Voilà. Vous voyez qu'il y a plusieurs échecs. Et cela ne vous décourage pas? Bien entendu, ça, justement, ça me fortifie davantage pour les échéances, les débats futurs. Ça me prépare au débat futur. Voilà, alors vous étiez président fédéral PRL du département de Brazzaville et du département du Poul. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période? Ça m'a permis de peaufiner ma relation avec le peuple. Ça m'a permis d'intérioriser la sociologie, la psychologie de mes concitoyens, de connaître particulièrement le département du Poul, qui est un département de grande dynamique. C'est même le vecteur essentiel dans la perspective des séquences de la politique dans notre pays. Et donc, ça m'a permis de me frotter avec tout ce monde en tirant beaucoup de profit. Ça a été très enrichissant pour moi. Ça se passait comment? Vous étiez élu à cette présidence ou c'est le président qui vous avait désigné? C'est une nomination de rechef du président du PRL à l'époque. Voilà. En me faisant confiance, je sortais de la direction de sa campagne et donc il avait voulu que je joue un rôle prépondérant à ses côtés, d'où cette nomination à la présidence fédérale du département de Brazzaville et du Poul. Et c'est pour moi des grandes expériences. Voilà, vous avez quitté le PRL et son président Nick Fila. Peut-on connaître les raisons? Oui, c'est des raisons. Le président Fila est pour moi d'abord un politicien chevronné qui a de l'expérience. Mais vous savez que dans les séquences des rapports humains, il arrive que vous preniez des distances par rapport à certaines choses que vous observez. Lesquelles, par exemple? J'ai trouvé qu'il y avait une distance mise de sa part vis-à-vis de moi et ceux qui m'entouraient également, lorsqu'il n'y a plus de contact permanent, lorsqu'il faut passer par des intermédiaires. L'homme avait changé radicalement? Vous savez, il a des fonctions, sénateur, président d'une commission, ça donne beaucoup de travail. Et vous, à la base, vous avez besoin aussi d'avoir un échange. La relation doit être interactive, mais lorsqu'il y a un blocage... Vous avez senti négligé Peut-être pas négligé, c'est pas le mot, c'est plutôt... Que le parti ne fonctionnait plus la personne était concentrée à ses fonctions? Il a peut-être d'autres stratégies
Mais j'ai trouvé vis-à-vis personnellement de moi qu'il y avait eu une distance et qu'il fallait prendre une résolution à ce moment-là, parce que les relations humaines, on ne les force pas. Par mon éducation, je n'aime pas forcer les relations. Lorsque vous avez de la considération pour moi, je vous la rends bien. Lorsque je trouve que vous prenez des distances, il est de bonne loi de se réserver, d'en tirer les conclusions et puis de trouver d'autres alternatives. Ça fait partie des séquences des rapports humains. Il y a un constat, j'en ai parlé avec un des membres de votre parti, en la personne de Guy Lepresse. Vous n'avez pas voulu faire du bruit autour, comme on en voit souvent au Congo, en Afrique, faire des tribunes, quitter le parti avec fracas, faire des déclarations. Est-ce que le fait que vous soyez notaire, que le notaire aussi, il faut dire, quelque part, c'est pour l'intérêt, c'est pour en faire quelque part un peu du business. Est-ce que cet esprit un peu des rassembleurs ou je sais pas, vous n'avez pas voulu faire du bruit autour? Ben oui, c'est peut-être déjà professionnellement, le notaire a une exigence déontologique, d'éthique, qui est celui d'être en réserve sur le secret de ce qu'il peut appréhender, donc on appelle ça le secret professionnel, et par ma nature également. Je préfère œuvrer avec beaucoup de discrétion mais d'efficacité. Faire du bruitage sur une situation, surtout de la sorte, je trouve... c'est dans les médias, dans les journaux. Je suis passé souvent dans les journaux où on m'a posé cette question, telle que vous me la posez aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui ont fait que vous soyez retiré du PRL, etc., etc. C'est lorsqu'on me pose la question, j'apporte une explication. Mais sinon, vous n'en parlez pas. Personnellement, je n'en parle pas parce que je considère que ce sont des séquences des rapports humains. Le président du PRL est un grand frère, je l'apprécie beaucoup. Nous ne sommes pas ennemis, donc au-delà du comportement de... Mais sauf que si en politique, ça peut arriver, vous ferez face? Pour l'instant, non, puisque apparemment nous sommes de la même obédience. Nous sommes des acteurs qui œuvrent dans l'opposition. Avant, qu'est-ce qui vous avait motivé d'adhérer au PRL? C'est un parti que j'ai toujours considéré dans la ligne qui correspond à la vision de la... comment je dirais, de la société libérale, où les efforts de chaque individu doivent être mis en relief. Et vu de cela, et le charisme également du président, qui est un jeune cadre, et je n'ai pas été le seul à être subjugué par cela. Donc c'était pour moi... Apparemment, c'est le président qui vous a tiré, ce n'est pas le message que véhiculait ce parti, la politique du parti. Non, c'est la politique du parti. Le parti, dès lors qu'on a un parti et que son leader représente, est représentatif de quelque chose, ça crée un flash, ça crée une dynamique et ça crée une attirance. Même à votre président, lors des élections de 2009, je crois, c'est comme si on sentait en lui... pas l'envie de pousser la chose. C'est comme si il ne voulait pas aller loin. Et pourtant, il avait sa chance d'avoir au-delà des 6% ou 10%, je ne sais pas quand. Vous avez obtenu combien? Près de 6 et quelques pourcents. On est troisième dans le classement. Il y a des endroits, il y a des secteurs qu'on l'attendait. C'est comme si c'était une volonté de ne pas... faire campagne réellement. Non, vous qui étiez directeur de campagne. J'étais le directeur de campagne, il y avait une grande détermination, mais vous savez, sur le terrain, il se passe beaucoup de choses. Il y a déjà un problème des moyens financiers. Devant le candidat sortant, il y avait un hiatus incroyable sur la démonstration de force financière. Le candidat sortant à la présidence avait les moyens qui ne correspondaient pas aux nôtres. Il n'y avait même pas de comparaison à faire. Et donc, vu cela, sur le terrain, il y a toujours
un petit peu, à ce moment-là, une reconnaissance qui a des limites, mais seulement il y avait de la détermination et surtout il y avait un message à apporter aux Congolais que le pays peut être gouverné d'une autre manière que celle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, alors, est-ce que c'est pas le même constat partout avec les partis politiques? Vous venez de claquer la porte au PRL. Aujourd'hui, vous avez créé votre propre parti politique avec un certain nombre de collaborateurs, mais vous êtes le président. Vous aviez sûrement appris beaucoup de choses dans ce parti. Vous voilà aujourd'hui, vous créez votre propre parti, EAC En Avant Congo. Pourquoi avoir créé un parti? Pourquoi pas avoir créé même une association? Je ferai d'abord une observation préalable. Je n'ai pas claqué la porte du PRL parce qu'il faut il faut qu'on ne fasse pas cet amalgame. J'ai été sympathisant du PRL. Quand le président me nomme aux fonctions de directeur de sa campagne à la présidentielle, je ne fais pas partie du PRL, ni par voie de conséquence d'un bureau quelconque du PRL. C'était même un étonnement, et j'imagine, pour le bureau politique de ce parti, de voir une tierce personne qui arrive pour diriger la campagne du président du parti. Après coup, je suis resté à ses côtés et j'ai eu des fonctions, je l'ai dit tout à l'heure, de rechef. Donc vous n'avez pas claqué la porte, vous aviez? Je ne parlerai pas de claquer la porte, c'est prendre des distances. Parce qu'il y a une nuance. Votre propre parti. Ceux qui sont avec moi, je suis autour de jeunes cadres aussi qui trouvent que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes sensations, les mêmes émotions, et qu'il était question de créer... Les mêmes erreurs ne reviendront pas à EAC. Lesquelles erreurs? Que vous aviez dénoncé peut-être, pour prendre les distances, il doit y avoir quelque chose. C'est à moi, en tant que président de ce parti dénommé En Avant Congo, d'avoir une attitude d'écoute, d'être près de mes camarades et de faire en sorte que je ne prenne pas des distances ou que je mette à un diapason donné par rapport... C'est un effort à faire. Maître Mobutu, le constat que je parlais, c'est un constat où on constate que dans la plupart des partis au Congo, le président dirige un grand monarque absolu. C'est le président, tous le président, déficit de démocratie. Est-ce que ce n'est pas les mêmes choses, les mêmes mots que vous dénonciez ou qu'on voit, qu'on reproche à certains partis? Moi, je n'ai pas critiqué le président du PRL. Vous avez pris vos distances? J'ai pris mes distances par rapport à son attitude vis-à-vis de moi. Ah d'accord, des raisons personnelles? Des raisons personnelles. Ah, j'ai jamais critiqué, mais je suis mal placé pour critiquer le système du PRL, étant donné que je n'avais aucune fonction dans la structuration de ce parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pour revenir à ce constat que les chefs de parti ont des attitudes de monarque, c'est peut-être un avatar culturel, mais même le dirigisme de notre État en est l'exemple. Donc, est-ce que c'est dans notre culture? Je ne sais pas, mais personnellement, vous savez que... Même les partis qui sont de l'opposition, qui critiquent parfois certains pouvoirs, et on constate dans leur parti, c'est les mêmes mots. Disons que c'est un tropisme culturel. C'est un constat, ça fait partie, nous sommes des Bantous. Maintenant, il faut développer la culture du débat, la culture de l'alternance, la culture de la rotation. C'est un travail de longue haleine et moi, je suis pour cette marque qui rend un pays dynamique. Alors, lorsqu'on te conteste, il faut faire des démonstrations. Lorsque ces démonstrations ne sont pas approuvées et éprouvées, il faut prendre le temps aussi de se retirer, pourquoi pas, et de passer la main. Parlons de
en avant Congo. J'allais dire en avant Congo. Pouvez-vous nous parler de ce parti et pourquoi l'avoir créé? Vous savez, lorsque vous êtes avec des gens intelligents et qui vous somment de pouvoir mettre en relief vos idées, de pouvoir vous mettre également en relief, on ne résiste pas à la tentation de tenter une aventure. La vie, pour moi, c'est une aventure. Vous savez que nous sommes tous venus sur Terre, nous n'avons pas choisi d'être Congolais, même nos parents. Donc, lorsque des occasions se présentent, il y a un choix, soit on est pusillanime et à ce moment-là, on se retire, soit on s'arme de courage, on dit pourquoi pas, tentons l'aventure. Dans tout ce que cela peut entraîner comme atermoiement, comme victoire, comme, disons, sacrifice également. Donc, c'est un challenge, c'est une aventure exaltante. Et lorsque mes amis m'ont dit, Maître Bouboutou, il faut qu'on crée un mouvement qui sera un parti politique. Donc ça ne s'est pas passé comme pour les autres, un rêve ou non, une vision que vous aviez, non, pas du tout, pas de vision. C'est curieux, quand je dors, je fais rarement des rêves. Ah bon? Malheureusement pour moi. C'est une volonté objective de mes amis, des cadres qui me l'ont demandé. Oui. Et on verra si cela apporte quelque chose de dynamique pour l'intérêt général, tant mieux. Si cela n'aboutit à rien du tout, puisque je n'ai que des échecs en politique, ça serait peut-être mon destin. On ne peut pas réussir à tout sur Terre. Voilà, alors par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, aujourd'hui une question se pose sur l'importance des partis politiques. Beaucoup n'existent que de noms. Certains sont des satellites, messages vides. Est-ce que ça ne sera pas le cas de votre parti? Non, Créé dans l'aventure? Pas du tout. C'est vrai que les partis politiques se créent. On peut dénombrer près de 6000 partis au Congo. Ça fait partie justement de la vitalité. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelqu'un derrière qui finance Crée-moi un parti? Le parti En Avant Congo n'a même pas de budget pour l'instant. C'est sûrement quelque chose. C'est déjà une retrouvaille entre citoyens congolais, de tout horizon. C'est ce qui me fait plaisir, des jeunes cadres, de la nouvelle génération, de la génération tampon. Donc vous acceptez au moins qu'il y a des partis qui n'existent que de noms? Mais l'EAC fait partie de ces mouvements qui n'existent que de nom. Demain aussi, vous donnerez... Étant donné que, quand je le dis, puisqu'on n'a pas de base réelle dans tous les départements, mais au moins il y a une volonté. Et maintenant, il faut confédérer. Parce qu'en politique, c'est l'union des forces qui ont en commun les mêmes visions, qui permettent de créer ce boostage dans ce qui est la sphère du changement voulu ou éventuel. Est-ce que, Maître Bouboutou, demain on aura, même aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des leaders politiques capables de remplir, par exemple, le boulevard Alfred Raoul, comme les faisaient les Kolela et autres, sans billets de banque, sans donner des t-shirts, rassemblement quelque part et donner des billets de banque de 2000 francs, de 3000 francs? Vous savez, j'ai fait des rassemblements pendant les campagnes où les gens sont invités, vous écoutez, mais après il faut leur distribuer à boire, de l'argent du déplacement. Mais c'est la fragilité de notre société qui le veut. Vous savez très bien que il faut le dire, que 70% des Congolais croupissent dans la misère dans ce pays. Alors si les gens se permettent de rassembler dans des grands meetings en distribuant de l'argent, ceux qui y arrivent, ils ont déjà cet espoir de toucher ce petit pécule, mais c'est la conséquence de quoi? Mais de la conséquence de la déshérence de nos populations. Alors, quelle est la vision politique de Maître Bouboutou? Est-ce que vous avez une vision politique? Vous savez, j'ai 50 ans aujourd'hui et j'ai pu observer
la vie sociopolitique de notre pays. Nous sommes dans un monde où et il ne faut pas l'oublier, et il faut l'ancrer dans les esprits, un monde concurrentiel. Nous sommes dans un monde où, quand on parle de mondialisation, de globalisation, il y a deux facteurs essentiels qui s'y arriment, c'est la concurrence et la compétition. Il faudrait que nous ayons dans notre pays de 342 000 km², de près de 4 millions d'habitants, une volonté à préparer nos populations à la compétition et donc à la concurrence. Sans quoi, et le monde aujourd'hui le veut, nous serons spectateurs, sinon observateurs, du développement mondial. Et la vision que j'ai, c'est de recadrer dans notre République les choses à leur convenance. Premièrement, travailler sur un terrain qui est difficile, celui de l'installation définitive de la démocratie. Une démocratie forte, parce que le débat doit être de vérité, avec des individus à même de mettre en exergue l'intérêt général. Démocratie paisible aussi, parce que le fait d'être en antinomie avec l'autre ne doit pas être la conséquence de guerre ou sinon de bataille où on porte atteinte à l'intégrité de l'autre. Une démocratie forte, une démocratie paisible. Et pour terminer, dans cette vision, à ce moment-là, nous allons construire une république de l'ordre et dans l'ordre. C'est ça votre vision. Alors, c'est une partie de la vision que j'ai. Voilà. Alors, en quoi votre parti En Avant Congo sera-t-il différent des autres partis? Non, il n'y a pas de différence. Nous allons œuvrer avec ceux qui ont cette vision commune. Vous savez, vous ne pouvez pas... en politique, on ne fait pas cavalier seul. Il faut toujours avoir des alliés. Même quand vous allez en guerre, il faut toujours avoir des alliés. Donc, En Avant Congo ne se veut pas être un parti autosuffisant ou qui sera en autarcie ou en autonomie. Donc vous êtes ouvert? On est ouvert, nous sommes dans une dynamique, ceux avec qui nous partageons les mêmes visions, nous allons mettre en place une collaboration, étant donné que le but est le même, celui de ne pas voir mourir ou s'enfoncer notre beau pays. Alors, Maître Jean-Baptiste Bouboutou, En Avant Congo, un nom, je dirais, si original. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom? Une réflexion personnelle. Je me demandais quelle est la dénomination qu'il fallait trouver pour notre mouvement. Généralement, c'est toujours parti pour ceci, parti pour cela. Ben, En Avant Congo. Le Congo doit être une référence, un pays paisible, un pays d'avenir, un pays où notre ciment d'unité ne doit souffrir d'aucune fissure, un pays où les Congolais doivent se sentir en sécurité, être pendant leur période d'existence dans un bonheur absolu, et pas seulement les Congolais, mais tous ceux qui se trouvent sur ce territoire dit béni de Dieu. Maître Bouboutou, quel regard portez-vous sur cette classe politique congolaise? Vous savez qu'actuellement, nous avons un pouvoir qui est issu du Parti congolais du travail. C'est aujourd'hui créé en 1969. C'est un parti qui a tenu les rênes
il y a quelques années et qui aujourd'hui est revenu depuis 1997 aux affaires. C'est une grosse machine avec une discipline, une culture politique ancrée depuis des années. Et donc, en référence, je dirais que la vision des choses de ce parti ne correspond plus à la donne du XXIe siècle. C'est une vision éculée, et la preuve, vous verrez que, au-delà de tout ce que nous avons comme avantage à l'heure actuelle, un produit intérieur brut à 2 chiffres, pas du fait de l'effort des Congolais, mais parce que nous avons une chance du hasard d'avoir du pétrole. Malheureusement, au-delà de cela, il y a des populations complètement égarées qui n'ont pas de repères réels quant à leur cheminement structurel et psychologique. Et ça, c'est grave. Parce que on ne met pas le Congolais, on ne le met pas devant ses responsabilités à se dire que nous sommes dans une situation de compétition. En un mot, le regard que vous portez sur cette classe politique? C'est une classe politique. Pour vous, cette classe politique se résume qu'au PCT? Je prends la référence du PCT puisque c'est eux qui sont au pouvoir depuis un certain temps. J'ai pris l'exemple de rien que 97. La classe politique, il y a l'opposition et le centre, il y a tout le monde. Il y a l'opposition, mais l'opposition... En fait, Maître Mobutu... Non, je voulais répondre à cette question. J'ai pris la référence du PCT parce que c'est le parti qui tient les rênes de la gouvernance de notre pays. Donc la classe politique se résume au PCT? Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité au Sénat, ils ont la majorité dans les collectivités locales, ils ont la majorité de l'exécutif. Donc les autres, vous ne les comptez pas J'ai pris en référence le PCT pour étayer mon argumentaire sur la classe politique congolaise. Parce qu'en prenant l'opposition, je risque de me perdre dans des raisonnements un petit peu éparses, étant donné que je prendrais quoi? Le MCD, excusez-moi, l'UPADS. Mais l'UPADS ne contrôle rien dans ce pays pour l'instant. Ça n'engage que vous. Je vous ai posé la question sur ce que vous pensez sur cette classe politique actuelle. Alors, EAC, en avant le Congo, un parti de l'opposition ou de la majorité ou du pouvoir? Un parti de l'opposition, tout simplement parce que vous nous... êtes de l'opposition? Bien sûr, puisque nous sommes en train d'œuvrer, nous œuvrons et nous voulons qu'il y ait en 2016 l'alternance dans ce pays, tout simplement. Alors, si on vous demandait comment va le Congo-Brazzaville et quel est l'état actuel du Congo-Brazzaville sur tous les plans, que répondriez-vous? Je dirais ceci, que le Congo-Brazzaville, de sa situation naturelle, est un territoire qui a d'énormes potentialités. C'est un territoire qui fait l'objet de convoitises du fait de ses potentialités naturelles. Je ne parle pas du fait de ses dirigeants, parce que nous sommes un pays riche en sous-sol, riche en écosystème, et ce pays, qui est le Congo, est un pays envié. Envié par qui? Tout simplement par les puissances qui détiennent la finance dans le monde. Et par conséquent, je dirais que par ce dynamisme des matières premières, il y a un flux d'argent énorme dans notre pays. C'est ça l'état actuel du Congo. Si on vous demandait quelque part quel est l'état actuel de votre pays, vous répondriez cela? C'est connu par les experts que le Congo engrange un flux financier qui est conséquent du fait des revenus pétroliers déjà. Et donc c'est un pays qui attire. Mais regardez tous les étrangers qui arrivent ici. Regardez un petit peu le boom qui se fait dans la construction.
Voilà, Vous alors, croyez que ça tombe du ciel ou bien que c'est quelqu'un qui l'a imaginé à son domicile? Mais c'est ce facteur économique voilà, maître, du flux financier de notre Maître pays. Mobutu, cela fait plus de 20 ans que le Congo-Brazzaville est en démocratie, plus de 20 ans qu'il est passé du système monopartisme au système multipartisme. Alors, quel est le regard de Maître Jean-Baptiste Mobutu sur la démocratie congolaise? C'est une démocratie qui est à construire. Vous savez, la démocratie a commencé au sorti de la conférence nationale. Il a fallu rompre avec l'autoritarisme, je dirais, exotique. C'était un autoritarisme violent, brutal. La conférence nationale nous a permis de créer la diversité, et c'est une bonne chose, d'avoir comme principe la liberté des individus, d'aller et de venir, la liberté de religion, la liberté de penser, la liberté de critiquer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour la construction de notre pays. C'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut pérenniser. Pourquoi? Parce que les générations qui vont venir auront cette culture, et plus cela va être imprégné, plus il y aura un élan de réflexion moderne, parce que tout ce qui se passe dans le monde doit avoir un caractère universel, pour ne pas tomber dans l'ostracisme. Et donc, pour moi, la démocratie, telle qu'elle est pratiquée dans notre pays, elle est en construction. 20 ans, c'est pas beaucoup. Vous avez des démocraties qui ont plus de 300 ans. Voilà, le Congo-Brazzaville est un pays en chantier, des travaux se réalisent ici et là. Votre regard sur ces grands chantiers où l'homme se bat avec la nature? Mais vous savez que les chantiers, la construction d'un pays, mais c'est la chose la plus... C'est un truisme de parler de construction. C'est la chose la plus évidente. Mais il faut construire des routes, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, il faut construire des logements, il faut adapter la vie à la modernité telle que le siècle le veut. Ce qui se fait au Congo se fait en Angola, se fait au Rwanda, se fait en Guinée équatoriale, se fait en Asie. Et le regard de Maître Mobutu sur ces chantiers? C'est un regard de fierté. Il faut œuvrer dans ce sens, il faut améliorer et il faut préserver cela. Il ne faudrait pas que ce soit des constructions qui demain ou après-demain tombent en ruine ou soient détruites. La construction, c'est même l'essence de l'être humain sur Terre. Voilà, alors le Congo-Brazzaville, un pays en chantier, Maître Mobutu appréciait cela, c'est l'essence même de l'homme, la construction que vous avez dit. Alors, Brazzaville, capitale de la République du Congo, a la réputation d'être parmi les villes les plus chères d'Afrique, voire du monde. Une ville où 1500 € ne signifie rien. Cela vous inspire quoi? La vie chère. Ben oui, c'est normal. Ben attendez, par définition déjà, c'est notre faiblesse dans les capacités de production. Regardez déjà du point de vue de l'alimentation. Nous avons 90% de l'alimentation de notre pays est tributaire de l'étranger. Une anecdote. Lorsque vous êtes invité à Brazzaville pour une fête quelconque, vous saurez déjà le menu, ce que vous allez y découvrir dans le menu. Les cuisses de poulet. Bien entendu, entre autres, le riz, les haricots, les mousseka, grillés. Mais ce n'est pas produit ici. Donc nous avons une faiblesse dans les capacités de production. C'est un atavisme parce que nous ne sommes pas un peuple agricole, nous ne sommes pas un peuple d'éleveurs. Donc il y a un travail à faire dans ce sens. Et nous ne sommes pas nombreux. 4 millions d'habitants ne peuvent pas faire une compétition en matière agricole. Je veux venir, et c'est l'idée qui me vient à la tête, le président de la République, dans son volontarisme, a mis en place
des villages agricoles. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une expérimentation ou bien si c'est une volonté politique de changer la tendance pour que le Congo devienne un pays de grande production. Je ne sais pas. On a entendu les sommes d'argent qui ont été investies dans ces villages agricoles. Ces sommes d'argent sorties du trésor des Congolais. Sorties du trésor des Congolais. Donc, résultat. Donc, on attend à court moyen terme le retour de l'investissement. On attend sur le marché, dans le panier de la ménagère, l'impact que cela va poser dans... Le poulet est toujours cher, ça coûte... C'est l'impact qu'on va attendre. Que ça L'œuf va... est toujours à 150 francs. Donc, si l'œuf est toujours à 150 francs, si le poulet est toujours à 3500, si les fruits et légumes sont un produit des tables de bourgeois, je dis qu'il y a encore un problème et que les villages... est à 250-200 francs, et que, à 1000 francs. et que les villages agricoles, je me pose la question, ça me laisse dubitatif en me demandant est-ce que c'est des expérimentations ou c'est une volonté définitive de booster l'agriculture et l'élevage dans notre pays. Alors, Quoique, dans cette hypothèse, il y a une autre alternative, un autre chantier à expérimenter, une autre expérience à apporter pour améliorer la donne. alors c'est quoi la politique en avant Congo? La politique sur l'agriculture, le logement? Je prendrai l'exemple de l'agriculture. J'ai dit tout à l'heure que nous avions une population de près de 4 millions d'habitants. C'est une population minime. Nous avons une culture des contrées villageoises. Il faudrait donc faire une étude sur la sociologie et la psychologie de chaque paysan dans chaque département pour voir quelles sont les capacités réelles de ces populations à intervenir sur ces différents aspects de l'agriculture et de l'élevage. À ce moment-là, je mettrai l'accent sur ce qu'on appelle les coopératives villageoises, avec une autonomie financière, mais avec un suivi des techniciens en la matière pour un accompagnement. Ce qui permettrait d'avoir déjà une solidité au niveau de la base paysanne. À partir de cela, ça montrerait un strat pour l'évacuation de leurs produits avec des bénéfices qu'ils en tireraient pour améliorer leurs conditions de vie, donc leur logement. Donc pour vous, les villages agricoles, un échec? J'aurais bien aimé que ce soit quelque chose de positif. Et sur le logement? Mais je voulais venir pour le village agricole. J'aimerais du fond de mon cœur que cela soit positif. Mais je crains qu'à moyen long terme, qu'on soit devant un mur, parce que ces expériences, on les a connues. Il y a une époque où on nous parlait d'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Il ne faut pas qu'on revienne sur ces mêmes erreurs. Il ne faudrait pas que l'on soit englué dans la perspective du dirigisme, de la planification en matière d'activités hyper sensibles qui demandent de la compétitivité, qui demandent un savoir-faire et de la volonté réelle. Je serais plutôt, et je vais terminer par là dans mon commentaire, sur les coopératives villageoises. C'est la base. Et c'est même ancré dans notre sociologie. Voilà, donc sur le logement, on voit des logements qui sont des maisons qui sortent de terre, ici et là, dans différents quartiers de Brazzaville. Est-ce que c'est encourageant déjà sur ce point? Déjà, ça embellit la ville, ça embellit les différentes villes de notre pays.
c'est déjà un point positif pour l'environnement. Ça donne une impression de sécurité au niveau du logement, de l'habitation. Maintenant, il faut savoir à qui profitent justement ces différentes constructions. Parce que on entendait dire que c'était des logements sociaux, mais il faudrait qu'on voie également à ce moment-là quels sont le coût quant au pouvoir d'achat du Congolais lambda. Un fonctionnaire qui gagne 300 000 francs par mois est-il susceptible d'être propriétaire d'un logement tel que c'est fait dans cette sphère? C'est un débat, mais lorsque, et je veux bien me tromper, mais en tant que citoyen de la rue, lorsque j'entends qu'un logement dit social a un coût de près de 50 millions, sinon 60 millions, je suis un petit peu dubitatif. Voilà, le chemin d'avenir, projet de société du président de la République, ça vous inspire quoi? C'est un candidat qui aspire à diriger son pays et qui met en place, qui fait des propositions au peuple, qui élabore une stratégie. Et pour moi, l'énoncé chemin d'avenir englobe le volontarisme d'un dirigeant, comme tout autre candidat à la magistrature suprême qui viendrait avec son projet de société. In fine, tout est fait pour quoi? A priori, mais pour l'intérêt général, pour le bonheur des populations. Donc, pour moi, c'est l'énoncé d'un système de gouvernance, et Dieu seul sait qu'il y en a tant d'autres. Moi aussi, j'ai défendu le projet de société d'un candidat en 2009. Vous êtes républicain, j'imagine. C'est difficile de vous cerner par rapport à votre discours. Vous dites que vous êtes de l'opposition. Apparemment, vous n'êtes pas totalement de l'opposition. C'est comme si vous étiez au milieu, qu'on appellerait centre. Aujourd'hui, si on vous proposait un poste de ministre, un poste de gouvernement, comment réagissez-vous? J'aurais une appréhension d'être un piètre ministre. Ah bon? Il y en a tellement. Vous avez tellement trop d'idées, vous proposez... Ça ne veut rien dire, je peux rentrer dans un gouvernement, lequel d'ailleurs? Mais du président de la République, le gouvernement actuel. Après cette émission peut-être. J'aurais une appréhension d'être un piètre ministre. Pourquoi? Mais de ne pas être à la hauteur des responsabilités qui peuvent m'incomber. Et puis il faudrait aussi, vous savez que le président de la République a un pouvoir absolu en la matière, reconnu par la Constitution. À sa discrétion, il nomme, il met fin aux fonctions des ministres. Il y aura même un handicap pour moi. Avant de nommer quelqu'un à un poste, il faut bien le connaître. J'ai cet handicap de ne pas être connu du chef de l'État. Qui vous dit cela? Et moi non plus ne le connais. Donc, je ne l'ai jamais rencontré pour discuter de quoi que ce soit. Donc déjà, c'est un handicap pour moi. Et j'aurais une appréhension d'être un piètre ministre. Mais vous ne direz pas non. Il faudra y mettre aussi de la méthode. Vous savez, on ne rentre pas dans un gouvernement pour le plaisir d'y aller. Il faut y mettre de la méthode. Mais vous vous opposez finalement contre quoi? Je m'oppose... Non, je suis dans notre mouvement politique, nous sommes pour l'alternance au pays, pour le respect de certains principes, des principes cardinaux sur notre Constitution par exemple. On va en parler. Et de ce point de vue, tout à l'heure vous m'avez posé la question et j'ai dit j'aurais une appréhension, c'est d'être un piètre ministre, mais en rentrant, prenons l'hypothèse, mais peut-être que je ne vais pas m'entendre avec le président de la République qui est le chef de l'exécutif. Il ne faudrait pas aussi que le lendemain qu'il me mette à la porte. Pour vous répondre, je n'y pense pas.
Voilà, ces derniers temps, il y a deux sujets qui défraient la chronique, la Constitution et l'opération Mataya Bakolo. Que vous inspirent ces deux sujets? C'est des sujets d'actualité. Sur le changement de la Constitution Ce sont des sujets et Mataya d'actualité. Bakolo. Je commencerai par le sujet sur notre Constitution. C'est un débat d'actualité qui fait le tour de tous les salons, de tous les laboratoires politiques. Je ne serai pas lent là-dessus. Le débat de la Constitution, c'est la question fondamentale de savoir si le président de la République, qui va être à la fin de son mandat en 2016, doit rempiler pour un troisième mandat. La question est là. Vous savez pourquoi? Parce que par définition, le débat sur le changement ou la révision n'est que une stratégie intellectuelle, parce que, comme le disait M. François Mitterrand, et j'ai retenu ça, j'aime pas citer les noms de certaines personnes pour ne pas démontrer certaines profondeurs d'esprit, mais là je le fais parce que j'ai trouvé ce mot fondamental et intéressant, la phrase « Il n'y a jamais de mauvaise constitution, il n'y a que des politiciens médiocres ». Et là, le débat sur la Constitution n'est que la question fondamentale de savoir si le président sortant va être candidat après, en 2016, pour avoir un troisième mandat. Le débat est là. Pour Mbata Mokolo, Mbata Yabakolo, Yamokolo. Mbata Yabakolo, Mbata Yabakolo. Il s'agissait de mettre hors d'état de nuire des bandits de grand chemin qui créaient la désolation dans notre société. Lorsque on assassine en plein jour des paisibles citoyens, et en l'occurrence une femme enceinte qui s'en va pour faire son débat d'accouchement, elle est éventrée, son mari assassiné, ces bandits doivent être mis hors d'état de nuire. Et nous avons une force publique professionnalisée qui doivent avoir les coudées doubles à l'effet d'appréhender ces bandits. Mais l'opération, lorsqu'elle prend des proportions tentaculaires et où on déstabilise des foyers, des familles, à ce moment-là, il y a un problème humain qui se pose. Et en la matière, il y a un dérapage à quelque part. Un dérapage de la force publique, un dérapage de nos autorités du pouvoir exécutif. Parce qu'il faut préserver des familles. Les deux pays ont des liens séculaires. Il y a des familles qui se sont constituées d'hommes et de femmes où il y a eu une progéniture. Et le lendemain, vous venez dans une parcelle, c'est un exemple que je prends, où la dame est citoyenne de RDC, vous l'appréhendez pour la ramener au débarcadère à l'effet qu'elle reparte chez elle, en laissant sa progéniture, parfois en bas âge, parfois scolarisée, et qui plus est, parfois doit repartir avec elle de l'autre côté de la rive. Je trouve qu'il y a eu quand même de l'exagération. Notre pays, le Congo, est un pays qui a une tradition d'être un pays d'accueil, un pays de liberté, un pays où il fait bon vivre. C'est là où la maturité de ceux qui ont les rênes du pouvoir devait être faite de telle sorte qu'en prenant une décision, celle-ci doit être mûrie, même si elle est évidente, pour en tirer toutes les conséquences humaines, socio-psychologiques. Résumé. Et au cas par cas. Résumé, Opération l'opération pour
pour appréhender les bandits armés, c'est une très bonne chose parce que nous voulons vivre dans une société dépourvue de ce genre de barbarie. Dérapage dans la mesure où on n'a pas tenu au cas par cas certaines situations qui a engendré, je vous le dis, des maladies du style AVC sur certains sujets. Voilà, la crise centrafricaine. Le Congo-Brazzaville a envoyé ses boys, ses enfants, aider ce pays frère à retrouver sa voie. Que pense Maître Jean-Baptiste Mobutu, président du parti En Avant Congo? J'ai beaucoup d'affection pour la Centrafrique. Vous savez, c'est un pays frère. J'aime à le dire souvent, dans la construction du chemin de frère Congo-Océan, qui est l'épine dorsale de notre économie en matière de transport, il y a des milliers de Centrafricains qui ont perdu leur vie parce que c'était des bras valides pour la construction de ce chemin de fer. Et ce qui arrive en Centrafrique doit nous interpeller parce que ce sont nos frères. La Centrafrique et le Congo entretiennent également des liens séculaires. Moi, je suis un enfant de Poto-Poto. C'est un quartier où j'ai grandi, où on parlait le sango. Ça se parlait par tous les habitants de Poto-Poto. Quand vous êtes un enfant de Poto-Poto, surtout dans les années 50 jusqu'à fin 60, si vous ne parlez pas sango, vous n'étiez pas un enfant de Poto-Poto. Vous vous rendez compte de ce lien? Et donc, envoyer des troupes pour essayer d'arrêter ce carnage. Je loue le président de la République pour le faire. Et lorsque on essaie de critiquer, et ça c'est quelque chose de particulier, parce que le Congo paye les salaires en Centrafrique. Ah bon? Le Congo a apporté une aide financière dans le paiement des salaires. Lorsque les chefs d'État de l'Afrique centrale se sont réunis, il fallait apporter cette aide parce qu'il y avait une urgence pour ne pas qu'il y ait une explosion sociale. Et le Congo, le gouvernement congolais a été les premiers à le faire. Mais c'est une aide significative et qui entre dans le cadre de cette relation particulière entre le Congo et la Centrafrique. On ne doit pas prendre cela en mal. C'est quelque chose d'encouragé. Mais nous avons aussi été aidés dans notre pays lorsque nous avions des difficultés financières. Donc, en un mot, vous épousez la politique du chef de l'État d'avoir intervenu en Centrafrique. Absolument. Voilà, pour finir, juste 2 ou 3 pour la route. Pourquoi, à votre avis, la plupart des Congolais boudent les urnes, n'aiment plus se rendre aux urnes pour aller voter? Mais parce qu'il n'y a pas de transparence réelle dans ce que l'on fait. Pas de transparence. Écoutez, lorsqu'on parle de recensement, il y a toujours sujet à débat. Les gens doutent. Les choses se font avec beaucoup... Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de rigueur dans l'action que vous menez, lorsque le sujet, le citoyen, le Congolais, qui est le souverain primaire, a un doute dans l'action qui est menée, il se réserve, il se résigne. Donc c'est l'une des raisons que les Congolais boudent les urnes. La forte abstention. La forte abstention, c'est parce que... Quelle est la politique Il peut même y avoir un désenchantement vis-à-vis de la classe politique. Ils n'ont plus confiance. Ils n'y croient plus. Cela revient à dire qu'ils ont raison de définir la politique comme le mensonge. S'il faut le prendre ainsi. Alors, comment faire pour remédier cela? Vous, avec votre parti, pour redonner le goût aux Congolais d'aller aux urnes? Leur parler, leur tenir un discours de vérité. Leur dire, voici ce qu'est le Congo. Voici ce que vous êtes vous. Et voici ce que vous devez faire pour vous situer dans un canevas de travail qui est la donne universelle. Il y a aussi un débat panafricain ces derniers temps sur les peuples. Est-ce que le peuple mérite son nom encore d'être appelé peuple? Vous savez, le peuple est une... On dit que le peuple aussi mérite ses dirigeants. Non. Le peuple doit avoir une
connotation de haute voltige. Le peuple, c'est Dieu. Ah bon? On ne négocie pas, on ne trompe pas le peuple. On ne prend pas le peuple comme paillasson. Vous savez, quand vous le faites, même à l'apogée de votre gloire, vous vous retrouverez dans la poussière un de ces jours. Et l'histoire nous l'a démontré avec les grands empereurs de Rome, qui étaient considérés comme des enfants venus des autres planètes, fils de Jupiter, mais qui à la fin se sont fait écarteler par le peuple. Donc le peuple doit toujours avoir on reproche aussi à ce même peuple une d'être situation. ingrat aussi. Mais le peuple est souverain. L'ingratitude des peuples. Non, le peuple est juge. Le peuple est juge. Il fait parfois des mauvais choix. Il fait des mauvais choix, il fait des bons choix, il est capricieux. Le peuple, c'est le tout. Le peuple ne doit pas négocier avec ses dirigeants, c'est les dirigeants qui doivent négocier avec le peuple. Et que vous inspirent les révolutions arabes? Quand vous parlez, vous me rappelez, vous avez un peu la face d'Omar Sharif. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur égyptien. Ne pas le connaître, c'est vraiment faire manque d'acculture de ma part. Votre bouche et votre barbe. Non, mais c'est vrai que... Les révolutions arabes vous inspirent quoi? Encore que Omar Sharif, il est d'origine égyptienne, mais il a fait toute sa carrière en Europe. C'est un processus. C'est des pays qui ont été longtemps sous le joug de la dictature, et puis un bon jour, et aujourd'hui, le peuple se lève et c'est... Mais ça, c'est ce qui s'est passé... Elle ne s'est pas commandée de l'extérieur, ces révolutions. Aujourd'hui, la Libye est instable, la Tunisie pareil, l'Égypte vient d'élire peut-être le maréchal al-Sisi, mais... Vous savez, les révolutions entraînent toujours des périodes de transition. Et c'est le danger, justement, je prends l'exemple de la Libye. Lorsque une autorité... Le Libyen commence à chercher à s'immigrer. Oui, lorsqu'une autorité met du temps au pouvoir, forcément, et c'est une théorie philosophique du XVIIIe siècle, il est fatalement, inéluctablement dictateur. Et lorsqu'il s'en va, par la force des choses, il se crée un déséquilibre qui peut prendre du temps. Un grand vide. Un déséquilibre. C'est même, ça crée un séisme. Et ce séisme, pour le colmater, pour le couver, prend du temps. Et c'est un travail que doivent faire ceux qui arrivent aux affaires. Et il y a des pays qui ont hésité de faire cette révolution, comme l'Algérie, qui a vu ce qui s'est passé chez les voisins. Et puis, voilà. Et qu'est-ce qui ne dit pas que demain, il y aura cette révolution? Vous savez, les révolutions ne sont pas... on ne les prévoit pas. Hein. C'est le cours de l'histoire qui le veut. Elles ne sont pas commanditées à l'extérieur? Commanditées ou pas, ça fait partie du processus de ce qu'on pourrait appeler le mouvement perpétuel du dynamisme sociétal. Voilà, alors, Maître Jean-Baptiste Bouboutou sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2016, si elle a lieu? C'est une question délicate. Vous avez créé bien un parti. J'aimerais bien, je vous réponds, j'aimerais bien, mais que d'obstacles, que d'obstacles. Ah bon. Voilà, enfin pour finir, est-ce que vous êtes Congolais à 100%? Oui, je suis, vous savez, je suis Congolais. J'ai cette chance, je me sens Congolais. J'ai cette chance d'avoir, vous savez, dans le monde actuel, on parle du brassage, du métissage, qu'on le veuille ou pas. Et c'est vrai, ma morphologie ou mon archétype démontre qu'il y a un mélange dans ma constitution physiologique par mon épiderme. Oui, je suis congolais et d'un parent de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Occident, parce que ma mère est française, une blanche.
et mon père congolais, oui. Et ce mélange a fait le produit que je suis. Mais je me considère comme étant congolais parce que j'ai grandi aussi au Congo. J'ai été élevé dans le quartier qui m'est très cher, Poto-Poto. Et donc, pour ma part, malgré cette apparence, je me considère comme un citoyen à part entière de ce pays que j'aime beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. J'espère que ce programme vous a plu. Et je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Célébrité a reçu pour vous Jean-Baptiste Bouboutou, président du parti En Avant Congo, EAC. Voilà, maître, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un message particulier adressé à tous ceux qui nous suivent? Donc, je vais vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce soir à votre célèbre émission. Et j'espère que mon discours a été entendu et que mes concitoyens vont méditer là-dessus. Et je souhaite beaucoup de courage au peuple congolais, qui est un peuple aimant et valeureux. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Merci à tous les téléspectateurs de la DRTV Internationale. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde grâce à YouTube, à Facebook et à tous ces réseaux sociaux. Merci pour votre confiance. Merci pour vos messages. Merci à tout le monde. Merci à Guy, le presse. Merci pour cette collaboration. Merci pour ce pont que tu as fait pour rencontrer le président de ce parti, de votre parti, En Avant le Congo. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci à vous tous, à l'assistance, les membres de ce parti que vous allez découvrir sur vos images. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.